répondra aux questions à la fin du dernier exposé, qui va être présenté par Christophe Brun dans la salle en collaboration avec Jean-Luc Angot, qui est en visioconférence. Le titre de leur communication, le vétérinaire, tiers de confiance indépendant au carrefour de l'élevage et de la société. Donc, Christophe Brun est vétérinaire, membre titulaire de notre académie. C'est, disons, il va donc avoir plutôt la position vétérinaire praticien, et Jean-Luc Angot est vétérinaire, président honoraire de l'Académie vétérinaire, membre correspondant de l'Académie de médecine. Il est inspecteur général de santé publique vétérinaire. Bien. Dernière intervention, c'est toujours un petit peu compliqué de passer en dernier, vous devez être fatigué. Comme vous l'a dit Jacques Godefrin ce matin, il y avait aujourd'hui les 50 ans de l'ENSV-FVI, et donc c'est pour ça qu'il est reparti à Lyon. Et Jean-Luc étant président du conseil d'école de l'ENSV, c'est pour ça aussi qu'il était important qu'il soit à Lyon. Donc merci aux organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Alors l'objectif, c'est de faire le panorama de toutes les actions du vétérinaire dans le domaine des productions animales, et de montrer dans quelle mesure c'est effectivement un acteur central entre l'élevage et la société. Donc cette présentation sera en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons passer en revue le praticien au cœur des élevages. Ensuite, nous aborderons cette question qui a été évoquée par Anne-Marie sur le vétérinaire sanitaire au service de la santé animale et de la santé publique. Et puis enfin, le vétérinaire tiers de confiance indépendant au carrefour de l'élevage et de la société. Praticien au cœur des élevages. Alors, les vétos sont présents sur la totalité du territoire, même si ce maillage dont on parle depuis plusieurs années devient de plus en plus fragile. Il y a des zones où il y a plus de vétérinaires, il y a des zones où il y a une densité très très faible, et donc un accès aux soins vétérinaires par les éleveurs qui peut aller jusqu'à 80 voire 100 km. Donc ça fait l'objet d'une prise de conscience de nos ministres successifs, d'abord Stéphane Le Foll, ensuite Julien de Normandie, puis Marc Fesneau, et qui ont, Stéphane Le Foll a mis en place une feuille de route pour le maintien d'un maillage vétérinaire sur le territoire. Ses successeurs lui ont emboîté le pas, mais ça, je ne vais pas le développer parce que c'est un autre très, très gros sujet. Seule chose que l'on peut voir sur cette diapo, c'est la diminution du nombre de vétérinaires qui exercent en production animale. C'est extrait de l'atlas démographique de la profession vétérinaire qui est géré par l'Ordre. Mais vous voyez quand même que de toute façon, si vous regardez cette carte à droite, vous avez le nombre d'élevages par habitant, et puis par département, pardon. Et puis vous avez aussi le nombre de vétérinaires. Vous voyez que les deux cartes, elles se superposent encore, mais là, on est sur les bovins. Mais ce qu'il faut et ce qu'on va mettre en place maintenant, c'est d'identifier au plus près possible pour anticiper avant que ce soit trop tard. Parce que ce qui ressort, c'est qu'à partir du moment où les services vétérinaires, à partir du moment où les éleveurs se rendent compte qu'il y a un problème, c'est déjà trop tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, que ce soit de jour, de nuit, les urgences dans le cadre du suivi sanitaire permanent, bien, c'est tout ce qui est soins curatifs, bien évidemment, hein, la médecine, la chirurgie individuelle, les pathologies de troupeaux. Et ça, dans l'imagerie populaire, le veto, c'est ça. Ensuite, il y a tout ce qui est côté plan de maîtrise, suivi sanitaire, plan de prévention, qui repose sur des référentiels qui sont conçus notamment par les commissions spécialisées de la SNGTV. Alors, vous avez toute une liste de thématiques qui peuvent être proposées aux éleveurs, sachant que la porte d'entrée, le plus souvent, c'est la reproduction, suivi repro. Ensuite, suivi qualité du lait. Et puis maintenant, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'approche, la gestion intégrée du parasitisme. La formation, ça c'est quelque chose qu'on oublie. Le vétérinaire a un rôle de formation au quotidien. D'abord dans ses échanges quotidiens avec les éleveurs. Ensuite, avec des partenaires. Par exemple, nous avons participé à la formation éleveur infirmier de son élevage avec les GDS.
Il y a des formations dans les filières porc et volaille obligatoires qui ont été mises en place par les vétérinaires auprès des éleveurs sur la biosécurité, sur le bien-être animal. Et tout cela, alors c'est des grosses machines à mettre en œuvre avec des principes de formation de formateurs pour que tout le monde ait le même niveau de connaissances, formation de formateurs vétérinaires qui ensuite vont sur le terrain pour former les éleveurs. Et puis, il y a aussi l'implication des vétérinaires dans les lycées professionnels agricoles, hein, qui interviennent régulièrement pour aller faire de la formation sur le sanitaire. Le principe général, c'est moins de curatif et plus de préventif, hein. C'est la loi de santé européenne, on est tout à fait dans ce domaine-là, avec une approche intégrée de la santé animale et avec un besoin accru de détection précoce des troubles de santé, hein. La récente actualité sur la maladie hémorragique des cervidés, eh ben, c'est un praticien dans son examen clinique qui a suspecté ça il y a 3 jours. Et puis ben, derrière, s'il n'y avait pas eu ce veto sur le terrain, avec sa casquette de vétérinaire traitant, mais aussi de vétérinaire sanitaire, eh bien, on aurait pu encore perdre beaucoup de temps sur la gestion de cette maladie-là. Un accès aux données, alors ça c'est fondamental parce que pour bien faire notre boulot, on a besoin d'avoir les données sanitaires, mais également les données zootechniques. Et ça fait l'objet de beaucoup de discussions avec les organisations professionnelles agricoles. Quelles sont les données, qu'est-ce qu'on peut échanger, comment elles vont être sécurisées, comment elles seront utilisées derrière, est-ce qu'elles ne seront pas valorisées économiquement par le vétérinaire à qui je vais confier mes données. Donc c'est un gros sujet. Ensuite, pour moins de curatif et plus de préventif, ça suppose aussi le développement d'un élevage de précision. Les bovins c'est l'espèce parmi lesquelles il y a le plus d'outils hein, qui permettent de les monitorer. Donc, c'est des capteurs sur les animaux, c'est des capteurs dans l'environnement. C'est aussi l'observation comportementale parce qu'on se rend compte que ces outils-là, en fait, le nombre de fois où l'animal va manger, ses déplacements, etc., tous ces données-là nous permettent de repérer des pathologies bien avant leur expression clinique. Et donc, on va pouvoir se dire, bah, tiens, sur tel animal, je dois intervenir parce qu'il doit se passer quelque chose. Et bien entendu, c'est tout ce qui est promotion de bonnes pratiques, hein. Ça a été évoqué ce matin dans la journée. Lutte contre l'antibiorésistance. Les éleveurs et les vétérinaires, par leur action conjointe, ont baissé de plus de 50% l'utilisation des antibiotiques dans toutes les espèces et de la même manière, baisser l'antibiorésistance. Et on va encore plus loin. Par exemple, les derniers chiffres hein, de consommation des antibiotiques entre 2021 et 2022, c'était moins 10,7% hein, consommation et antibiorésistance, moins 2,3%. Gestion du parasitisme, donc je vais pas revenir sur cet excellent exposé qui vient de nous être fait. Utilisation raisonnée des molécules biocides ou toxiques, ça aussi, ça fait partie de notre responsabilité parce que beaucoup de ces produits sont prescrits par les vétérinaires. Et puis, il y a un point aussi dans les bonnes pratiques que je l'ai pas mis là, mais ça m'est revenu après, c'est tout ce qui est une promotion de la vaccination. Il y a des filières où la vaccination, c'est partie intégrante des schémas de prévention, de maîtrise, les porcs, les volailles, les bovins, les petits ruminants. On a encore beaucoup de marge par rapport à d'autres pays européens, voire hors de l'Europe, hein. Une enquête avait été faite par le SIMV il y a quelques années qui avait identifié il discutait avec les éleveurs en disant pourquoi vous vaccinez, pourquoi vous vaccinez pas. Et en fait, c'est que le vaccin était considéré comme un traitement. Hein, c'est-à-dire, j'ai des diarrhées néonatales, je traite. L'année prochaine, l'année suivante, il n'y en a plus, bah, j'ai plus, donc j'arrête. Et j'arrête mes schémas de vaccination. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et ça ne peut être rendu possible que par la préservation de notre arsenal thérapeutique. Et toutes les organisations professionnelles, et notamment réunies au sein du Réseau français pour la santé animale, on travaille justement à la conservation de cet arsenal thérapeutique.
Thématique prégnante. On en a passé en revue beaucoup. Le bien-être animal, c'est une attente très très forte des consommateurs. La biosécurité, ça a été évoqué hein, avec la maîtrise de l'influenza aviaire. Demain, ça va être la maîtrise de la peste porcine africaine si, par exemple, elle passe les frontières. Et la question, elle n'est peut-être pas de se dire est-ce que ça va le faire, mais c'est plutôt quand est-ce que ça va arriver. La qualité sanitaire des aliments au stade primaire de production, Anne-Marie vient de l'évoquer. Transition écologique des élevages et l'adaptation au changement climatique. Dans cette version, il manquait de climatique. Ben oui, c'est le rôle du vétérinaire demain. Comment intervenir pour limiter le stress thermique? Comment s'assurer qu'il y aura un accès à l'eau suffisant, par exemple? Et puis enfin, l'optimisation des performances zootechniques. Plein d'éléments. Alors, on se retrouve tous, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est que, quelles que soient les organisations professionnelles, bah, c'est augmenter la durée de vie des animaux en bonne santé, c'est augmenter la production par jour de vie, c'est minimiser l'impact de l'élevage sur son environnement, sur diminuer l'impact de production de gaz à effet de serre, participation, l'élevage, on l'a vu, participe au stockage du carbone. Et puis aussi, ça a été très très bien développé sur le rôle de l'élevage des bovins et des prairies sur le maintien de la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale. Et puis enfin, encore un autre volet, c'est l'impact environnemental des traitements sur l'environnement. La prise en compte de la faune sauvage qui est de plus en plus importante et on a monté en France au niveau des GTV avec l'Office français de la biodiversité un réseau vétérinaire, ça s'appelle Vigivet Faune, hein, donc de praticiens spécialement formés et pour intervenir sur la faune sauvage. Et puis tout ce volet des nouveaux animaux de compagnie, les animaux de ferme en ville, parce qu'avec l'éco-pâturage, eh bien, on a des moutons dans les jardins publics, on a des gens qui ont des poules sur leur balcon. Je crois que c'est demain matin, Le Figaro fait une interview du président de notre commission aviaire sur justement, j'ai une poule, j'habite en ville, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la manger? Enfin voilà. Et donc il y a vraiment une attente énorme et nous, on est capable de répondre à tout ça. Voilà. Et enfin, pour conclure sur cette partie-là, on travaille beaucoup dans le cadre des réflexions avec le ministère, à l'initiative du ministère, avec les organisations professionnelles. C'est sur la contractualisation entre l'éleveur et vétérinaire, c'est-à-dire, bah, c'est le paquet global, hein, c'est les soins préventifs, curatifs, faire les bilans sanitaires, et aller vers toutes ces thématiques que l'on vient d'aborder. Alors ça existe déjà dans dans certains coins, dans certaines régions en France, mais c'est vraiment quelque chose qui va être à développer dans le cadre du contrat de soins de suivi sanitaire permanent. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Luc qui va aborder les deux suivantes. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Bon, désolé, comme l'a dit Christophe, de ne pas être présent auprès de vous, mais donc se tenait aujourd'hui les 50 ans de l'ENSV et je suis président du conseil de cette école et donc il est important que je puisse participer à cet événement. Et d'ailleurs, Monsieur Godefrin, je vous rassure, est bien arrivé à Lyon. Hein, donc, il était avec moi tout à l'heure à la tribune pour lancer cet événement. Alors, je vais poursuivre la présentation avec dans un premier temps avec la deuxième partie qui est consacrée au rôle du vétérinaire sanitaire au service de la santé animale et de la santé publique. Alors, pour vous resituer rapidement le contexte, vous savez qu'il y a maintenant 13 ans, hein, se sont tenus les États généraux du sanitaire, qui était une concertation avec toutes les parties prenantes pour essayer de voir comment optimiser donc la gouvernance sanitaire avec tous les acteurs et puis bien préciser le rôle de chacun de ces acteurs. Alors, a découlé de ces états généraux du sanitaire une loi qui a défini un certain nombre de dangers sanitaires de différentes catégories et puis également a mis en place une nouvelle gouvernance sanitaire avec le CNOPSAV, hein, qui est le Comité national d'orientation des politiques sanitaires
alimentaire et vétérinaire et végétal, pardon. Et puis également au niveau régional des CROPSAV et les OVS et les OVVT qui existaient déjà dans le code rural, mais dont le rôle a été précisé. Et puis, il y a eu également une actualité importante au niveau européen avec l'adoption de la loi de santé animale qui est entrée en vigueur en 2021, qui a d'ailleurs refixé un certain nombre de priorités avec les catégorisations des dangers sanitaires, et puis qui a donné beaucoup d'importance à la surveillance, puisqu'auparavant, dans la réglementation européenne, on avait très peu de choses, voire pratiquement rien, sur la surveillance. Et on sait que la surveillance est un levier important dans la lutte contre les maladies animales. Alors, les principes d'organisation, il y a d'une part un réseau sanitaire, donc vous savez, il y a le fameux triptyque éleveurs, vétérinaires et laboratoires, tout ça coordonné, bien entendu, par les services vétérinaires publics, les autorités vétérinaires, avec un certain nombre de principes qui sont certains Voilà. On t'entend plus là. et d'autres qui sont plus spécifiques à la France. À la France, par exemple, c'est la chaîne de commandement. Allô? Oui, c'est bon, c'est revenu. Ouais, mais pourtant, j'ai pas rien touché. Donc la chaîne de commandement unique et direct, qui est bien spécifique à la France, hein, bon, ça résulte de notre organisation très centralisée de Napoléon. C'est vrai que dans d'autres pays qui sont des pays fédéraux comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, l'organisation est très différente. Mais on considère que cette chaîne de commandement unique et directe est extrêmement importante dans le dispositif parce qu'en matière sanitaire, c'est comme en matière militaire, hein, il faut avoir une chaîne de commandement directe qui permette d'intervenir et d'éviter des disparités entre la mise en œuvre de la réglementation. Il y a également la maîtrise de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. D'ailleurs, l'Union européenne a pris cet exemple dans sa réglementation, dans sa politique publique hein, de la fourche à la fourchette, hein, dans le cadre du Green Deal, et où on a donc cette approche intégrée qui alors, ça, c'est vraiment une décence européenne, puisque c'est inscrit dans le paquet hygiène et maintenant dans le paquet santé animale. Et on observe qu'à travers le monde, certains pays n'ont pas forcément cette notion de maîtrise sur toute la chaîne alimentaire. Quand on regarde les États-Unis, par exemple, on a une notion de traitement à un moment donné de la chaîne, mais sans se soucier de ce qui s'est fait en amont et sans se soucier non plus de ce qui se fera en aval. Il y a également le principe de la séparation de l'évaluation et de la gestion des risques sanitaires. Bon, ça découle de la crise de la vache folle, hein, où on a eu donc la création de l'ANSES, qui a succédé au CNEVA. Le CNEVA était vraiment intégré dans le ministère de l'Agriculture à l'époque, et l'AFSA puis l'ANSES est une agence indépendante qui a bien entendu des ministères de tutelle, mais qui est indépendante dans son fonctionnement. Et puis, on a la même chose au niveau européen avec la création de l'EFSA, donc l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui se trouve à Parme, qui est séparée également de la DG Santé, donc qui est chargée de la gestion du risque. Et l'autre principe, c'est la séparation de la gestion des risques sanitaires et de la gestion des intérêts économiques. Ça découle également de la vache folle. À l'époque, il y avait au niveau européen la DG Agri qui avait géré la vache folle, puisque les services vétérinaires dépendaient de la DG Agri, et il y avait un mélange des genres entre l'économique et le sanitaire. On a vu ce que ça a donné avec cette crise de la vache folle et l'utilisation de farine animale chez les ruminants. Donc, il y a eu la création à cette époque-là de la DG Santé au niveau européen et au niveau français, la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation, qui avait un service économique d'aide aux industries agroalimentaires, a vu ce service transféré dans une autre direction générale. Et donc, la DGAL, maintenant, ne s'occupe plus que des sujets sanitaires et de politique alimentaire et n'a plus de rôle de soutien économique aux filières qui est du ressort de la DGPE, qui est une autre direction du ministère de l'Agriculture. Alors, les vétérinaires sont regroupés au sein d'organisations vétérinaires à vocation technique, hein, les OVDT, donc avec la SNGTV, qui est présidée par Christophe Brard.
qui sont placés en regard des organismes à vocation sanitaire qui regroupent là des éleveurs qui sont organisés avec cet objectif sanitaire. Et en France, ce sont essentiellement les GDS, mais on a aussi un certain nombre de groupements de producteurs qui travaillent dans le domaine sanitaire. Alors, vous savez qu'il y a deux notions qui sont apparues après les États généraux du sanitaire. On avait avant le mandat sanitaire, mais il n'était pas suffisamment encadré juridiquement et il a été jugé nécessaire de revoir le dispositif et de distinguer le vétérinaire habilité, donc détenteur d'une habilitation sanitaire, qui agit pour le compte d'un particulier, donc en l'occurrence l'éleveur, dans un cadre qui est réglementé par l'État. Donc, c'est la réalisation des prophylaxies collectives, par exemple, dirigées par l'État, mais ce sont aussi toutes les opérations sanitaires qui sont prescrites par l'État, les rassemblements d'animaux, les visites sanitaires obligatoires. La première a été la visite sanitaire bovine, mais ça a été étendu ensuite à d'autres espèces, la visite sanitaire porcine, avicole, etc. Les procédures de vaccination, donc on l'a vu avec la FCO et maintenant avec l'influenza aviaire, et puis toute la procédure des chiens mordeurs vis-à-vis de la rage et la certification vaccination rage. À distinguer du vétérinaire mandaté, donc titulaire d'un mandat sanitaire, qui là pour le coup agit au nom de l'État. Et donc c'est l'État dans ces fonctions-là qui est responsable juridiquement. Donc il s'agit de la police sanitaire, donc les abattages en cas de foyer par exemple, la certification aux échanges d'animaux, c'est la notion de vétérinaire officiel, et puis tout ce qui concerne le bien-être animal, en espérant que ce soit étendu à d'autres aspects. On y travaille actuellement, peut-être même, je fais un lien avec la présentation d'Anne-Marie Vanel, avec la sécurité sanitaire des aliments. Alors, le vétérinaire sanitaire et les vétérinaires qui opèrent dans le domaine de la santé animale et de la santé publique travaillent dans l'inspection en abattoir. Donc là, en abattoir, on a des inspecteurs de santé publique vétérinaires et également des vétérinaires contractuels. Ça concerne avec les techniciens des services vétérinaires beaucoup de personnes. On a plus de 1500 agents de l'État qui travaillent dans les abattoirs, ce qui est important. Je rappelle que c'est le seul lieu où on a un contrôle, la présence d'un service de contrôle continu dans l'établissement. Bon, il y a aussi des prisons, mais enfin, c'est un autre cas. Et donc, ces vétérinaires qui sont en abattoir, ils font la supervision de l'inspection, y compris d'ailleurs en matière de bientraitance animale et de protection de l'environnement, ce qu'on appelle les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, les procédures de saisie et les procédures de certification. Et donc, aux côtés des vétérinaires praticiens, on a ces vétérinaires de la fonction publique, mais également les vétérinaires en laboratoire, qui sont essentiels également, puisqu'ils sont chargés du diagnostic et de la détection précoce. Et à côté de ça, on a aussi un certain nombre de vétérinaires qui sont impliqués dans la recherche, alors qu'elle soit fondamentale ou appliquée, donc à l'ANSES, à l'INRA, au CIRAD, à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, mais également dans des structures de recherche plus médicales, comme l'INSERM, le CNRS et d'autres. Et je rappelle que l'OMSA, donc la nouvelle appellation de l'OIE, définit les services vétérinaires comme l'ensemble des acteurs qui opèrent dans le cadre de la santé animale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les services vétérinaires de l'État, on a bien sûr les services vétérinaires de l'État, mais aussi les vétérinaires praticiens qui sont chargés de missions sanitaires, et également les éleveurs organisés, donc on rejoint les notions d'OVVT et d'OVS. Alors le vétérinaire peut intervenir également en temps de paix, mais également en temps de crise sanitaire. On l'a malheureusement vu tous ces temps derniers, notamment avec l'influenza aviaire. Et la clarification des responsabilités qui résultent des états généraux du sanitaire facilite beaucoup la gestion de la crise. Et il y a eu aussi la mise à jour de tous les plans d'urgence, on appelle les PISU. Alors, il y a des plans d'urgence par maladie, mais il y a aussi un plan d'urgence transversal pour toutes les maladies, et où la responsabilité de tous les acteurs est indiquée, puisqu'il n'y a pas uniquement le service vétérinaire, vous avez bien entendu le ministère de l'Intérieur, vous avez la gendarmerie et d'autres services, les pompiers qui sont concernés en cas de foyer. Là, on a une crise, vous avez vu les dépêches, la maladie hémorragique des cervidés qui vient de sortir, qui touche les bovins.
qui sévissait en Italie et en Espagne et que malheureusement on a en France là depuis quelques jours. Et vous avez vu d'ailleurs, ça commence à sortir dans la presse, hein, il y a beaucoup de dépêches. Et on a l'impression de revivre un peu, malheureusement, ce qu'on a vécu avec la fièvre catarrhalovine, c'est-à-dire des fermetures de marchés, des restrictions au déplacement. Et comme par hasard, quand la FCO était apparue, c'était juste avant le sommet de l'élevage, donc il se tient à Cournon début octobre. Et là, patatrac, avec cette maladie, c'est juste encore avant le sommet de l'élevage et avant toute la saison d'exportation des broutards vers l'Italie. Il y a plus d'1 million de broutards, je vous le rappelle, qui partent tous les ans de France vers l'Italie. Et là, il y aura des restrictions en fonction des départements qui sont touchés et ça va avoir des répercussions économiques importantes. Bon, il ne s'agit pas d'une zoonose, hein, mais voilà, c'est une maladie qui a une répercussion économique très importante. Et c'est quand même un malheur pour l'élevage. Là, on parle d'élevage aujourd'hui. On sait que l'élevage est en grande difficulté, mais vous voyez, c'est un exemple avec cette maladie, des répercussions importantes que ça peut avoir après pour notre élevage et même notre souveraineté alimentaire dans le domaine de l'élevage. Alors, le vétérinaire sanitaire intervient également dans l'épidémiosurveillance au quotidien, avec l'identification des émergences, et je viens d'en parler d'une d'ailleurs, hein, pour le coup c'est vraiment une émergence. Donc la participation au réseau de surveillance, mais également à la plateforme ESA. Vous savez, c'est aussi un bébé des États généraux du sanitaire, la création de cette plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, qui regroupe le ministère de l'Agriculture, INRAE, l'ANSES, le CIRAD, la SNGTV, GDS France, la Fédération nationale des chasseurs, l'Office français de la biodiversité, Santé publique France, la DILVA qui regroupe les laboratoires et la coopération agricole. Donc là, c'est vraiment une avancée importante et là, ça fait 10 ans qu'elle existe et on voit que c'était extrêmement utile. Il existe aussi un réseau dans le domaine des équidés avec le RESP et je vous signale qu'il y a des travaux en cours pour la mise en place d'un réseau pour les animaux de compagnie. Lors de ma présidence de l'Académie en 2020, on avait organisé une séance spécifique là-dessus pour voir comment mettre en place une plateforme d'épidémiosurveillance chez les animaux de compagnie. Alors, pas uniquement les chiens et les chats, mais aussi les lacs, hein, parce que ça peuvent être source, bien entendu, de problèmes zoonotiques. Et je vous signale la tenue prochainement au Sénat, le 27 octobre, d'un colloque spécifique sur l'éventuelle création d'un réseau. Le ministère de l'Agriculture est très intéressé à la mise en place de ce réseau. Et enfin, je vous rappelle que les zoonoses, l'OPSA rappelle régulièrement que 75% des maladies infectieuses humaines émergentes sont d'origine animale. Et elles peuvent aussi être à l'origine, les pathogènes animaux peuvent être aussi à l'origine de questions de bioterrorisme, ce qu'on appelle le biocrime, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une séance spécifique de l'OMSA il y a peu de temps, puisque ça peut être utilisé également à des fins intentionnelles. Et puis, il y a le sujet qualité et sécurité sanitaire des aliments qui a été évoqué tout à l'heure en détail par Anne-Marie Vanel, donc sur les zoonoses alimentaires, les contaminants par des résidus, aussi bien des résidus médicamenteux qu'environnementaux. Je vous rappelle les problèmes de dioxine qu'on a eu, hein. Même à une époque, ça avait coûté la place du Premier ministre belge. Les pesticides et puis l'affaire Lubrizol, par exemple. Donc là, les services vétérinaires et les vétérinaires étaient impliqués dans le dispositif. Je vais maintenant passer à la troisième partie. Tu peux te rapprocher du micro? Pardon? Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? D'accord. Ça va mieux comme ça? Oui. La troisième partie, donc vétérinaire tiers de confiance indépendant, au carrefour donc, de l'élevage et de la société. Diapositive suivante. Ta diapo suivante. Hop là. Voilà. J'ai essayé. Voilà. Donc, diapositive suivante. Donc, là, le vétérinaire, on peut dire qu'il est vraiment au carrefour de la santé animale, de la santé publique et de la santé environnementale, qui sont, comme vous le savez, les trois piliers du concept Une seule santé, One Health. C'est donc un acteur majeur de ce concept, puisqu'il est à l'interface de ces trois santés. Et je vous rappelle qu'en 2021, l'Académie vétérinaire de France a adopté une nouvelle définition de la santé publique vétérinaire
La précédente, je me souviens bien, datait de 1987, donc il était nécessaire de la mettre à jour avec les évolutions et les nouveaux enjeux, notamment de faire apparaître davantage la notion de bien-être et également de santé des écosystèmes pour se rapprocher du concept One Health et également de la durabilité des systèmes alimentaires. Et on peut s'apercevoir que cette définition de la santé publique vétérinaire est largement reprise maintenant et sera certainement également reprise au niveau de l'OMSA, donc dans le cadre de son code sanitaire. Alors, il est nécessaire de renforcer la collaboration entre les acteurs de la santé humaine et de la santé animale, donc à l'échelon national, donc essentiellement entre la direction générale de la santé et la direction générale de l'alimentation. Également au niveau local, vous savez qu'il existe par exemple des centres de lutte anti-tuberculose, les CLAT, puisque malheureusement la tuberculose sévit encore dans quelques départements. La prévention et la gestion des zoonoses avec le comité Fièvre Q, qui a fait l'objet d'une présentation lors d'une précédente séance de l'Académie vétérinaire. Et le vétérinaire aussi par des actions adaptées en élevage, en lien bien entendu avec tous les autres acteurs, aussi bien de l'élevage que de l'environnement. Il contribue aussi à l'adaptation au réchauffement climatique, à la réduction du bilan carbone, au maintien de la biodiversité, à la protection des écosystèmes animaux et végétaux et à la préservation de la qualité des sols et de l'eau. Je prends un exemple, vous savez, on est dans la quatrième phase du plan national santé-environnement, le PNSE 4. Il a été créé un groupe spécifique, une seule santé, que je co-préside avec une députée, Sandrine Lefeur, et qui est chargée du suivi d'un certain nombre d'actions. Et on voit que les vétérinaires sont vraiment très impliqués, notamment dans la surveillance de la faune sauvage, mais également il y a une action qui est pilotée par l'Ordre des vétérinaires, c'est M. Jolivet qui suit ça, sur l'utilisation des biocides en médecine vétérinaire. Et c'est une des actions pour lesquelles il y a le plus d'avancées pour l'instant. Donc les vétérinaires sont vraiment bien identifiés dans ce cadre One Health national et même européen et international. Alors en plus, le vétérinaire, il bénéficie d'une image positive. On a encore beaucoup d'étudiants qui rêvent de faire vétérinaire, même s'ils ne le font pas tous à la fin, mais en tout cas, c'est un des rêves des enfants. Et il est légitime pour apporter sa contribution au débat sociétal, parce que d'une part, il est porteur de parole vers les citoyens et les consommateurs, donc via les médias, bien sûr. Donc il y a un travail de communication qui est à réaliser collectivement, de façon coordonnée. Et là, la presse vétérinaire nous aide beaucoup, la semaine vétérinaire et la dépêche vétérinaire notamment, mais également d'autres médias. Et puis, il est porteur également des attentes de la société auprès des filières, des chercheurs, bien entendu, et des décideurs. Donc, on voit qu'il est à l'interface et ça marche dans les deux sens. Donc, descendant vers la société et ascendant depuis la société. Et son expertise, elle peut également être utile à d'autres partenaires, comme les collectivités territoriales. Tout à l'heure, par exemple, avec M. Godefroy, on était avec la maire adjointe de Lyon, qui s'occupe des sujets de santé et qui a mis en avant le rôle du vétérinaire, et notamment dans le cadre d'un réseau qui est en cours de constitution des cités One Health. Donc Lyon en fait partie, mais il y a d'autres villes en France et en Europe, et les vétérinaires sont vraiment au cœur du dispositif. Donc le vétérinaire peut être un relais entre la science et la société, donc au niveau national, mais aussi au niveau international, avec bien sûr les institutions européennes, mais également l'Organisation mondiale de la santé animale, par définition, bien sûr, l'OMS, la FAO et la Banque mondiale. Il y a eu récemment, au sein de la Banque mondiale, la création d'un fonds contre les pandémies. Et c'est d'ailleurs un vétérinaire, Franck Berthe, un vétérinaire français, qui pilote ce fonds au niveau de la Banque mondiale. Et on a, bien entendu, derrière tout ça, un certain nombre de bases législatives et réglementaires, d'une part avec le paquet hygiène de 2004, la loi de santé animale, qui est plus récente, 2021, les textes européens relatifs au bien-être animal, qui sont en cours de révision. Normalement, on devrait avoir à l'automne des propositions de la part de la Commission européenne pour revoir tous les règlements européens relatifs au bien-être animal, donc que ce soit en élevage, que ce soit dans le transport et à l'abattage. Peut-être une révision
de l'accord SPS de l'OMC, donc l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, et également des codes sanitaires de l'OMSA, qui sont des normes de référence pour l'OMC, et également du Codex Alimentarius. D'ailleurs, dans une semaine, là, je vais présider un comité du Codex Alimentarius à Bordeaux, où on doit adopter un certain nombre de nouvelles normes en matière de sécurité sanitaire des aliments. Je vais repasser maintenant la main à Christophe pour la conclusion, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, on est disponible après pour les questions avec Christophe. Et simplement sur cette diapo, hein, quand on a préparé cette présentation avec Jean-Luc, on voulait rassembler en un même lieu toutes les activités réalisées par les praticiens. Peut-être vous en connaissiez beaucoup, peut-être pas toutes. Donc, ça montre bien que notre profession, elle est au cœur du One Health, One Welfare. Ça, c'est essentiel, de la durabilité des systèmes alimentaires et de l'agroécologie. En ce sens, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on était un partenaire essentiel de l'élevage. On n'est pas les seuls, heureusement. Il y a toute une multitude de professionnels et d'organisations professionnelles qui travaillent autour de l'élevage, mais nous devons prendre notre place et toute notre place. Et enfin, tous les derniers sondages d'opinion en disant en qui avez-vous le plus confiance, le vétérinaire est toujours dans les 3 premiers. C'est quelqu'un que l'on croit du fait de l'expérience des propriétaires d'animaux d'élevage, d'animaux de compagnie, des relations qu'ils ont avec le praticien. Ils nous croient. Donc, on est un tiers de confiance, indépendant, reconnu par la société. On est un acteur majeur à tous les niveaux, on l'a vu, que ce soit au niveau local, national, européen, mondial. Et donc, les grands enjeux qu'on doit avoir dans les mois, dans les années à venir, c'est d'être encore plus visible et de parler, de communiquer sur ce que l'on sait. Ça suppose 2 choses. Une formation continue, parce que dans tous ces sujets qui ont été abordés, eh bien, il faut en permanence aussi bien se former en clinique, mais se former sur les attentes en matière de transition agroécologique, les attentes en matière de biosécurité, de bien-être. Donc, c'est la formation continue. Et puis, prendre la parole, ne pas hésiter à répondre aux médias, d'échanger avec tous nos partenaires pour asseoir cette place qui est peut-être pas assez importante aujourd'hui. Et je pense qu'on pourra apporter beaucoup dans ce débat élevage et société. Merci. Si j'ai oublié, parce que toute cette présentation-là, elle a été faite avec l'aide d'Emmanuel Thébault qui nous a mis en forme toutes les diapositives. Merci Manuel.